jamais ta tante c'est Bettencourt, a priori tu vas pouvoir lever sur une valo à 20-30 millions facilement. Il y a toujours des histoires exceptionnelles des gens qui ont fait x2000, x3000, x4000. Quand il y a un problème, c'est toujours la faute du lever. On gagne pas d'argent. Risque réputationnel, et donc c'est affreux. Okay, sujet tabou, longtemps en France. Je pense que je vais partir. Je suis mal à l'aise. Tu peux nous dire le montant global, Romain? Sur les 4 dernières années, c'est 800 millions au total. Waouh, donc plus d'1 milliard levé en fait jusqu'ici. Ah oui, très largement, oui. Hello tout le monde, on va parler aujourd'hui levée de fonds. C'est un sujet qui fait fantasmer beaucoup de monde et c'est pour ça que je vous ai ramené aujourd'hui un des meilleurs leveurs de fonds français, peut-être même européens. Et il a fait plus de 70 opérations de levée de fonds, plus d'1 milliard peut-être, il va nous raconter, 1 milliard de montants levés. Et c'est Romain Dehaussi, bienvenue Romain. Bonjour Assem, merci de me recevoir. Bah écoute, un plaisir. Donc on va essayer, on nous a dit de ne pas utiliser de termes en anglais. Donc si jamais il y a des termes en anglais, on va mettre un astérisque et un sous-titre pour les expliquer. Mais on va être hyper didactique aujourd'hui. Avec Romain en plus, on a déjà bossé dans le passé plusieurs fois, donc on se connaît bien. Et en fait, c'est un sujet, il y a énormément de monde qui, avant même de lancer leur boîte, commence par me dire, mais comment trouver des investisseurs? Ils sont omnubilés par la levée, alors qu'ils n'ont ni produit, ni équipe. C'est ouf, le sujet est rentré dans la tête des gens comme étant une nécessité pour créer une boîte, en fait. Effectivement, ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis une dizaine d'années, il y a une hype autour de ces sujets, en France, en Europe, un peu partout d'ailleurs. Ouais, et donc... Leveur de fonds, c'est un métier qui n'est pas forcément très connu. On va un peu expliquer ce que c'est avant de commencer. Mais en fait, c'est banquier d'affaires, le vrai nom du métier. Alors effectivement, c'est banquier d'affaires. Il y a plusieurs sous-catégories. Il y a M&A, donc c'est de l'anglicisme, mais ça veut dire fusion-acquisition. Il y a des LBO, des opérations avec effet de levier. Et puis la troisième catégorie, c'est les levées de fonds. Donc c'est une partie de la banque d'affaires. Ouais. Donc les banquiers d'affaires, c'est le métier... Un des métiers qui gagne le mieux. Macron était banquier d'affaires. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la rémunération du lever. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais nous, on est payé au succès. Donc, oui, si ça marche pas, on est payé que dalle. Oui, exactement. Et donc, effectivement, ça peut bien gagner sa vie, mais il y en a beaucoup qui ne gagnent pas ou très peu et qui arrêtent au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Exact. Donc, oui, certains gagnent très bien leur vie. Quand ça marche bien, quand ils apportent de la valeur à leurs clients. Parce que c'est un pourcentage du deal, de l'opération. Exactement. Et donc, la fusion-acquisition, c'est ceux qui aident les boîtes et les sociétés à se vendre ou racheter une autre. LBO, c'est ceux qui utilisent du levier pour racheter des boîtes et les faire grossir. Le levier, c'est la dette bancaire, oui. Le levier, c'est la dette bancaire, le levier bancaire. Et c'est des métiers d'ailleurs très... Il y a peu de postes, en fait, dans les banques d'affaires. Quand tu regardes le nombre d'ouvertures de postes par an... Je confirme, nous, on reçoit, au niveau stagiaire, je crois qu'on reçoit 5000 ou 8000 CV, quelque chose comme ça par an. Wow. Donc c'est énorme. Et pour combien de postes alors? On prend deux nouveaux, on en convertit en CDI, deux stagiaires par an. Ouais, alors que c'est une des belles banques d'affaires françaises. Et lever, c'est un des plus jeunes métiers de ces catégories-là. Et ça, c'est vraiment organiser les levées de fonds pour des entrepreneurs qui ont déjà une boîte en croissance. Juste pour que les gens sachent, les banques d'affaires connues et emblématiques, c'est les Goldman et les Rothschild. Comme ça, ils situent à peu près c'est quoi le... et en fait, c'est quoi les profils? C'est des écoles de commerce ou d'ingénieurs ou... C'est plutôt école de commerce. Oui. De manière très surprenante, il y a assez peu d'ingénieurs, alors qu'il y aurait de quoi faire. Alors qu'il y a de quoi faire parce que c'est beaucoup de chiffres. C'est des gens qui doivent être hyper à l'aise à faire des business plans, des chiffres. Alors oui, il y a les chiffres et il y a de plus en plus de sociétés avec beaucoup de tech. Et donc, il y a quand même une appétence de la part des ingénieurs qui comprennent certains sujets que les gens en école de commerce ne comprennent pas forcément. Yes. Alors, dans l'imaginaire des gens, quand je lève 10 millions, je suis millionnaire. Les gens ne comprennent pas que quand tu lèves 10 millions... T'es pas du tout encore millionnaire parce que c'est vraiment de l'argent pour ta boîte, quoi. Loin de là, effectivement. Mais je dois dire que j'ai une anecdote sur ça. Il y a un des gars qu'on connaît tous les deux qui m'a raconté que le dealer de Porsche de Neuilly, donc celui qui vend des Porsche à Neuilly, lui a dit qu'en 2021, tous les clients qui venaient acheter des Porsche chez lui étaient des trentenaires de la tech qui avaient des boîtes qui n'étaient pas rentables et qui venaient acheter leur Porsche, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ?
Alors, en fait, il y a eu un effet qui est lié au Covid, à savoir que toute la société, que ce soit consommateur ou société, se sont digitalisées à vitesse grand V. Oui. Et donc, il y a eu des dépenses, des investissements qui ont été énormes, et donc ils se sont tournés fort naturellement vers ces startups, ces scale-up. Donc, scale-up, c'est une taille plus conséquente que startup. Par exemple, Legal Place pourrait être qualifié de scale-up. Et donc, de tous ces grands groupes, Danone ou les particuliers, ils ont fait appel à des services de ce type. Et donc, ça a nécessité des nouvelles startups, des embauches chez ce genre de société. Et donc, il y a eu un afflux massif d'investissements liés à la tech. Et il y avait aussi beaucoup d'argent disponible dans les fonds. Parce que l'argent était était gratuit, il y avait 0% à l'époque. Alors ça aussi, c'est un autre sujet. Les taux étaient très bas. Donc, soit tu places à 1 ou 2% quand tu as un fonds de pension et forcément, ça gagne pas beaucoup. Ou soit tu t'essayes d'aller sur la tech. Sachant que ce qui est marrant sur la tech, c'est que ça gagne finalement moins que le LBO. Mais sur la tech, il y a toujours un décile. Donc, il y a 10% qui ont gagné extrêmement bien leur vie. Il y a toujours des histoires exceptionnelles des gens qui ont fait x2000, x3000, x4000. Et en fait, l'investisseur, il va se dire, mais je suis pas plus con que les autres. S'il y en a un qui a fait x5000, eh ben moi, je vais pouvoir faire quelque chose comme ça. Mais si tu regardes les moyennes, et une moyenne ment pas, c'est sur bon. les 10, 15, 20 dernières années, c'est le LBO où il y a eu beaucoup plus de rentabilité. Et juste pour finir sur ça, c'est vrai qu'on connaît tous les deux des gars qui ont mis dans des boîtes des tickets 5000 euros. Les boîtes valaient, mettons, 1 million. Aujourd'hui, elles valent 1 milliard, quoi. Ou 2 ou 3. Donc quand on les connaît, ces gars-là, qui te racontent « Ah oui, j'ai mis 5000 euros, c'est devenu 2 millions », tu te dis « Ok, il est pas beaucoup plus smart que moi. Vas-y, je vais me mettre à mettre des tickets dans des startups, quoi. » Je peux donner des noms ? Vas-y. Ouais, j'ai quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Baptiste Hamel, qui a monté 3i. Il a investi au tout début de Sorer. Donc, je pensais à lui, là. Il a investi, je crois, 10 ou 20 000 euros, quelque chose comme ça. Son retour, et il est en millions si on regarde la valorisation du dernier tour. Et justement, on reviendra, je pense, sur les valos et puis sur l'argent vraiment que les gens ils touchent à la fin. Oui, ok. C'est quoi une levée de fonds ? Et les gens ne savent pas exactement ce que c'est. Comment tu définirais une levée de fonds ? Donc, tu es une société, donc ça s'adresse à des entrepreneurs. Tu as une frustration de ne pas avoir assez d'argent. Cette frustration, elle peut pas de pas assez d'argent pour se développer, pour embaucher des commerciaux ou pour embaucher plus de tech ou pour ouvrir un pays. Et en fait, tes banques... Embaucher des techs, c'est embaucher des développeurs. Des développeurs, effectivement. Et en fait, tes banques, elles te suivent pas parce que tu es une société généralement jeune, peu de rentabilité ou pas du tout. Et donc, tu vas aller solliciter le marché des investisseurs en leur disant confie-moi 1 million d'euros, par exemple, en échange de X% des parts de ma société. Et donc, c'est ça une levée de fonds. Et les X%, en général, la bonne pratique, c'est que ce soit pas 50% de la boîte. Parce que t'as des mecs qui savent rien, qui te disent « Ok, je te donne 20 000 euros, je veux 50% de la boîte. » Ouais. Alors ça, c'est un autre sujet, c'est les valorisations, comment tu les détermines. Oui. L'idée, c'est que les entrepreneurs, ils restent motivés. Et donc, si à 20 000 euros, tu prends 50% de la boîte, l'entrepreneur, il va continuer à travailler nuit et jour. C'est ce qu'on voit généralement. Il va falloir de nouveaux levées de fonds, 100 000 euros, 1 million, 10 millions, 100 millions. Et à la fin, il n'aura plus rien. Et donc, l'idée, c'est de pas trop le contraindre au début. Et donc, de trouver une valorisation qui lui permette de rester motivé. Je t'arrête 20 secondes. Je suis Rassem Flazi, président et cofondateur de Legal Place. Aujourd'hui, Legal Place, c'est le moyen le plus facile en France pour créer ta société. Si tu veux créer ton entreprise, il y a un code promo qui s'affiche en bas de cette vidéo. Clique sur le lien dans la description pour utiliser le service. Valorisation, c'est combien vaut ma boîte. C'est-à-dire que si ma boîte, elle a, je sais pas, 10 000 actions et que le prix d'une action, c'est 1 euro, elle vaut 10 000 par exemple, c'est comme ça qu'on raisonne. Et en fait, on se dit combien vaut ma boîte lorsque j'ai encore pas de chiffre d'affaires ou très peu. Je fais genre 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou 10 000. Mon produit, je ne l'ai pas encore bien maîtrisé, je ne l'ai pas développé. Pourtant, j'ai déjà besoin d'un peu d'argent pour finir de développer mon produit. Comment tu veux qu'ils déterminent ? Donc, ils ont besoin de lever 100 000 euros pour finaliser le développement de leur produit. Ouais. Ou 200 000 pour simplifier. Et on se dit, OK, maintenant, pour lâcher 20% contre 200 000, c'est quelque part ma boîte vaut 800 000, 1 million, quoi, on va dire. OK ?
comment justifier qu'elle vaut 1 million alors qu'on est trois gars en caleçon dans une chambre à faire du code ou à faire de la vente, tu vois. Alors, c'est extrêmement difficile. En fait, comment on fait, c'est d'abord déterminer le montant nécessaire. Donc là, tu parles de 100 000 ou de 200 000. Prenons 100 000. C'est le montant qui va te permettre d'atteindre la prochaine étape. Oui. Et donc, la prochaine étape, c'est peut-être 1 million de chiffre d'affaires, c'est peut-être un KPI que vous avez défini. Et donc, il faut 100 000 euros. Et l'idée, c'est de pas trop diluer les entrepreneurs pour qu'ils restent motivés. Et donc... En général, il laisse entre 10, 20, 25% du capital sur le premier tour. Et donc, ton montant initial, ton montant demandé, il va déterminer la valo. Ok, donc si je résume ce que tu dis, moi je suis entrepreneur, je viens te voir, je dis ok, là je fais à peine du chiffre d'affaires, mais est-ce que déjà tu crois dans mon business? Déjà, il faut croire dans la vision. C'est pour ça que la vision est très importante au début, même plus qu'après, parce qu'il n'y a que la vision au début. Et donc, je te dis, OK, ma vision, c'est je vais vendre des burgers à Tourcoing. Je dis n'importe quoi. Et ces burgers-là, ils sont veggie parce que c'est une tendance de fou. Et pour l'instant, j'ai pas la recette, mais ils font 50 000 euros avec des mecs que je paye, des spécialistes pour trouver la recette, et 50 000 pour ouvrir le premier. Mais si je fais ça, année après année, je vais ouvrir plein d'autres et je vais finir par faire 5-6 millions de chiffre d'affaires parce qu'un truc de burger, c'est 500 000. Et donc, la boîte va valoir pas mal de millions. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de 100 000, je te laisse que 10%, donc mathématiquement, la boîte vaut 1 million. Elle vaut 1 million. Donc en fait, c'est pas l'inverse, c'est pas la boîte vaut 1 million, donc c'est plutôt dans l'autre sens. Elle va atteindre ce niveau-là, est-ce que tu es convaincu? Pour me débloquer, file-moi 100 000 contre 10%. Et donc la valo, c'est ça. Donc la société, elle vaut 1 million post-monnaie, après l'argent, on appelle ça. Oui. Et donc la valorisation avant la levée, si tu lèves 100 000 euros, c'est 900 000. Oui. Et donc tu as une valorisation de 900 000, tu cherches 100 000. Et par contre, un point important, c'est que sur ce genre de ticket, c'est les business angels. Donc les anges du business. Et ça, c'est un marché ultra hétéroclite. C'est hétérogène au possible. Et donc, on appelle ça les 3 F. Donc, family, friends and fools, les idiots. Donc, si jamais ta tante, c'est Bettencourt, a priori, tu vas pouvoir lever sur une valo à 20-30 millions facilement. Mais si jamais tu dois ramer, effectivement, tu vas devoir toquer aux portes. Et l'idée, tu parlais d'une chaîne de restauration veggie qui commence à Tourcoing. Tu iras d'abord voir, hormis Friends, Family et Idiot, tu iras voir les gens qui connaissent ces sujets. Tu iras voir des gens pour qui ça résonne. Des gens qui se disent mais oui, forcément, ça fait 10 ans que je l'attends. Et donc, c'est ça qu'il faut aller voir en premier. C'est donc, ce genre d'investisseur. C'est puissant ce que tu dis parce que la question que tout le monde me pose, c'est comment trouver des investisseurs? Et en fait, toi, tu dis, il y a des investisseurs qui attendaient ton idée déjà et qui disaient, putain, si le jour où un mec me dit, je veux lancer ça, je mets de l'argent. Et donc, si tu vas voir les gens hyper qualifiés, c'est-à-dire des gens investisseurs, mais qui connaissent le métier, qui ont déjà fait plein d'opérations dans les burgers, dans le veggie, dans le truc, c'est sûr que ça va résonner chez eux beaucoup plus qu'un mec qui n'y connaît rien. Ouais, c'est exactement ça. Il va pas vibrer. Tu vas lui raconter une histoire sur le veggie, il va se dire... Je connais pas du tout, je mange jamais de burger veggie, je connais pas le marché, j'ai jamais investi dedans, moi je suis investi que dans la crypto. Tu vas pas vraiment l'exciter, sauf s'il vient de Tourcoing, sauf si effectivement ça peut être un foodie, donc oui. faut trouver ce genre d'investisseur. Tu peux le faire en direct. Après, il y a des plateformes qui existent qui sont là pour aider à mettre le pied à l'étrier avec les business angels. Donc tu disais que pour trouver des investisseurs à ce montant-là, 0, 100 000, 200 000, 300 000, on est sur le business angel parce que c'est rare les fonds qui font ces tickets-là, ou en tout cas c'est trop risqué de voir que des fonds qui font ces montants-là. Alors les frontières, elles sont ténues entre les différents montants, les différentes catégories. Il y a plein de contre-exceptions, mais on se dit que si tu as besoin d'1 million ou moins, y a peu de fonds finalement qui sont spécialisés sur ce créneau. Et donc les business angels, c'est intéressant. Ok, et donc se faire aider par un lever à ce montant-là, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est trop petit finalement? Alors, il y a différentes catégories de lever aussi. Il y a des multi-couches avec des montants différents, avec des spécialités de secteurs différents. Il y a des plateformes qui peuvent aider à partir de 500 000 euros. Maintenant, le service, évidemment, il est très light.
parce que sinon il pourrait pas gagner d'argent. Quand tu dis le service, le mec qui va t'aider, le lever, il va pas intervenir dans tout ce que tu... Exactement. Il va t'aider un peu, mais il a pas le temps parce que il va pas se rémunérer beaucoup sur toi. Exactement. C'est quoi le service dont tu parles là? Genre le lever à ce niveau-là de levée de fonds, il va faire quoi pour toi? Il va faire ton PowerPoint, ton histoire, il va mise en relation, le réseau? Ah non, justement, l'idée sur cette catégorie, c'est qu'ils passent 1 heure avec toi sur le PowerPoint, ils te donnent des feedbacks, et ensuite, ils vont diffuser, une fois que c'est prêt, ils vont diffuser ta documentation à leur réseau qui peut être très large, parce qu'en fait, c'est leur business. Oui, ouais, ils connaissent beaucoup d'investisseurs, et peut-être qu'ils savent qui sont les plus qualifiés pour toi? Alors, même pas, parce qu'en fait, sur ce type de société, sur ce type de montant, t'es rémunéré uniquement si ça marche, déjà, en tant que lever. Donc, il a pas le temps de faire cette personnalisation? Non, il a pas le temps de faire cette personnalisation, et donc... une partie de son boulot, c'est d'avoir 1000, 10 000 business angels dans son réseau. C'est d'envoyer aux 1000 ou 10 000 et justement trouver les personnes pour qui ton truc dans les burgers végétariens à Tourcoing, ça parlera. Et donc, sur les 10 000, il espère qu'il y en ait 100 pour qu'ils se disent « Mais c'est génial, j'attendais cette idée depuis longtemps. » Ok, donc il fait de la masse. J'ai une question, beaucoup de gens se la posent, c'est est-ce qu'il faut absolument que ça soit dans... Parce que mon projet de burger, il n'est pas tech. Est-ce qu'il faut absolument que ça soit des projets dans la technologie pour lever des fonds? Ou est-ce qu'un projet de burger, de chaîne, ne peut pas aller lever des fonds finalement? Bonne question. Très bonne question. Donc finalement, tu peux lever sur des tickets à 100 000, 200 000 avec tout type de business. En fait, encore une fois, c'est un marché très hétérogène. Tu peux trouver à boire et à manger. Tout est possible. Maintenant, plus tu vas monter... plus ça va être dans des catégories bien spécifiques. Et donc, si tu as 6 millions de chiffre d'affaires dans tes burgers VJ, des investisseurs qui regardent ce secteur, il va falloir montrer patte blanche. Par exemple, il va falloir que tu aies 1 million d'EBITDA. Je vais expliquer ce que c'est 1 million d'EBITDA, c'est 1 million de profit. Donc 1 million de résultats. Et donc c'est à partir de là où il y a des investisseurs soit spécialisés dans la food ou soit généralistes qui vont regarder. Mais tu peux rater le coche si tu n'arrives pas à atteindre cette étape. Par exemple, dans la santé, j'imagine aussi, il y a des mecs spécialisés, dans des fonds spécialisés. Ils attendent certains types de... Comment je sais quelles sont les règles de la food? C'est pour ça qu'il faut un conseil, c'est intéressant. Donc, il y a des sujets, il y a des secteurs qui sont ultra sexy. La santé, tu vois, tu auras beaucoup plus de chances de lever que de faire une énième chaîne de burgers. Oui. Donc, il y a la santé, la cybersécurité. Franchement, tu mets 4 geeks dans un garage, sur la cybersécurité, il y a possibilité de faire quelque chose. Et en fait, les modes, elles changent. Oui. Ouais, ça a marqué, il y avait Zynga, c'était... gaming. Ouais, gaming, casual gaming. Donc des jeux Farmville. Oui. En fait, ils ont eu une croissance colossale, monstrueuse. Et en fait, à cette époque, tu mettais 3 geeks dans un garage et quelqu'un qui connaissait le marketing. Tu faisais un jeu un peu con-con autour d'une ferme, autour d'une chaîne de restaurants. Enfin, un truc vraiment bête. Et t'arrivais à lever 10 millions. T'arrivais à lever des montants fabuleux. Et après, ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup suivi ce secteur. Et 2 ans après, le secteur s'est écroulé. Ah ouais? Et donc... T'avais la même société, ils étaient plus 4 geeks et marketing, ils étaient 50. Le jeu, il marchait très bien. Il n'y a plus personne qui voulait investir. Et tu me demandais des anecdotes un peu croustillantes. Je pense à un entrepreneur de Lille que j'aime beaucoup. Et pareil, il a pas levé au bon moment. Il avait un jeu très bien, ça marchait très bien. Je lui ai dit, c'est le moment de lever. Il m'a dit non, je préfère attendre. C'est capé, ses unités économiques, son chiffre d'affaires, sa rentabilité a probablement fait x2 en 1 an. Il a attendu, mais en fait, il n'y a plus personne qui s'intéressait à ce marché. Il a raté et donc, il n'a pas pu lever sur ce sujet de gaming. Et c'est quoi les modes d'aujourd'hui? Alors, il y a la cybersécurité. C'est quoi concrètement pour que les gens sachent? Cybersécurité, c'est des logiciels qui vont aider les boîtes à améliorer leur niveau de sécurité en fait. Exactement. Trouver les bugs dans les codes, à se protéger des hackers russes ou chinois. Protéger l'ancienneté, ouais. Protéger peut-être aussi les salariés du phishing. Oui. C'est vrai, on voit pas mal de boîtes passer. Ouais. Sachant que évidemment la principale faiblesse dans les entreprises, c'est les salariés qui suivent pas les consignes. Moi, je reçois souvent des emails. Enfin,
ma directrice financière reçoit souvent des emails de moi qui dit est-ce que tu peux me faire un virement de 10 000 euros sur cette IBAN. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas que ma directrice financière, c'est plein de gens dans la boîte. Est-ce que tu peux me signer ce document sur Racine Flasier et tout. Et en fait, on est obligé de faire des tests fake, de faux phishing, pour que les gens sachent qu'il y a ça en fait. Donc on fait un mail que nous on a fait, mais c'est une attaque. Les gens tombent dans le panneau et on dit il fallait pas, c'est faux, c'est pas moi, tu vois. Alors il y a une société que j'aime bien, Trustper, qui fait ça, qui justement permet de se protéger contre l'arnaque comment on appelle ça, l'arnaque au président. Oui, l'arnaque au président, c'est ça que ça s'appelle. Et donc il y a ce sujet cybersécurité qui est très sexy en ce moment. Il y a l'impact, donc impact c'est encore green. Sexy, ça Et avec Trump, ça reste, même avec Trump, ça reste très sexy. Tout ce qui est lié à l'énergie. Et puis après, il y a aussi il y a l'intelligence artificielle, la Gen AI, comme on dit. Et puis après, il y a des stratégies de société qui sont sexy. Enfin bref, il faut vraiment comprendre ce qu'attend le marché cette année. Parce qu'après, si tu rates la vague, dans 2-3 ans, c'est fini, t'existes plus. Après, la vérité, c'est que moi, je lance une boîte parce que ça m'intéresse, parce que je vois une faille dans le système et tout. Je vais pas voir ce qui est sexy. Mais une fois que je l'ai lancée et qu'elle commence à se développer, si ça devient sexy, à ce moment-là, j'en profite pour lever beaucoup à une très bonne valorisation, quoi. Alors, je te donne un exemple. Il y a une société, a priori, elle est connue dans le marketing com. On m'a dit, il y a mon président qui aimerait vous rencontrer. C'est Jésus dans le secteur de la com. Okay. Et en fait, le problème, c'est que ces secteurs de com, ça n'a jamais permis de faire des jolies levées. Parce qu'en fait, ça tient trop à 1, 2, 3 personnes d'un côté. Ça tient trop à des stars. Et puis en fait, tu regardes les valorisations de Publicis, de toutes les agences. En fait, c'est pas très bien valorisé. Et donc, tu peux commencer un business, mais si tu as l'idée de gagner de l'argent, faut regarder dès le début qui peut t'acheter dans 5-10 ans. Et si on reprend la cybersécurité, si la cybersécurité, il y a 20 acteurs américains, israéliens qui peuvent te racheter des fortunes. Si tu fais une agence de com, ça sera limité. Ça sera Publicis qui va t'acheter pour une fois le chiffre d'affaires. C'est ça, même pas. Je crois que c'est 0,5. Et sauf exception. En fait, pour expliquer aux gens, donc, les valorisations, on les exprime souvent quand on dit que c'est faiblement valorisé, c'est par rapport au chiffre d'affaires. Donc si une boîte fait 1 million de chiffres et qu'elle est vendue à 7, là, elle est très très bien valorisée parce qu'elle est vendue à un gros multiple du chiffre. Donc, juste pour expliquer, le multiple, c'est la valeur divisée par le chiffre d'affaires. Donc, si la boîte fait 1 million et qu'elle est vendue à 7, elle a un multiple 7 et c'est un très fort multiple. Donc, elle est bien valorisée. Si elle est dans des secteurs sexy, elle peut être x7, elle peut même parfois, il y a des extrêmes 20, etc. Après, si elle est faiblement valorisée, c'est x1, x2, parfois x0,5. En com, tu disais que c'est x0,5. C'est vrai qu'il y a des secteurs comme ça. Et aussi pour expliquer que quand ça tient à une personne, ça veut dire que si cette personne part, il n'y a plus de business, donc c'est pas solide. Enfin, donc un mec qui le rachète après, si la star se barre, il fait plus de chiffre d'affaires. Donc plus elle dépend des gens de stars, moins elle est valorisée naturellement, quoi. Je confirme. Je te donne un exemple sur ce que je disais sur les secteurs. Maintenant, il y a prescription, je peux aider, non. Je conseille une société qui s'appelait Synthesio. Synthesio, c'est un éditeur de logiciels. Et donc, les éditeurs de logiciels, c'est les sociétés les mieux valorisées. Ça dépend évidemment des sujets, mais bref. Et en fait, on a une offre de Publicis, justement. Et c'est marrant, les équipes de Publicis nous disaient, il y a Maurice qui est très intéressé. C'est marrant, quand il parlait de Maurice Lévy, il baissait la voix en disant, Maurice, il regarde attentivement le dossier, il est vraiment intéressé. Et donc forcément, les entrepreneurs en étaient jeunes à l'époque, ils étaient super intéressés en disant mais nous on va avec Publicis, c'est génial. Et donc une société qui est dans le software qui est plutôt valorisée 5 fois voire plus, en fait on a une offre de Publicis à 0,5 fois notre chiffre d'affaires, donc 10 fois au moins qu'est-ce qu'on comptait. Et en fait, on leur disait, mais nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais en fait, ces sociétés d'agences de com mal valorisées, qui qui sont en bourse et donc qui sont vues par tout le marché, ils peuvent pas acheter des sociétés très chères. Un autre exemple, et là, c'est dans éditeur de logiciels. Donc, c'est dans la formation, un entrepreneur que j'aime beaucoup. Et en fait, il y a le gros mondial du secteur qui est venu nous voir, un Italien. On a déjeuné ensemble, très sympa. Et en fait, lui, il était valorisé 4,9 fois
son chiffre d'affaires en bourse. Et nous, il nous a dit, je vous offre 4,8. C'est le maximum. Et en fait, on lui disait, mais nous, on est en pleine croissance, c'est pas du tout ce qu'on veut. Et en plus, si tu prends notre produit et que tu le mets chez tes 10 000 clients, mais en fait, ça peut te faire 100 millions de revenus complémentaires dans 3 mois. Il disait, non, moi, je suis valorisé 4,9 fois en bourse. Je te propose 4,8 et je vais pas au-dessus. Ça les limite énormément, en fait. Ça limite, effectivement, quand tu es en bourse, d'autant plus. Et pour expliquer aussi le lien entre croissance et valorisation, plus la boîte est en croissance, plus elle est valorisée, parce qu'on se dit que dans 2-3 ans, elle va avoir une taille 4 fois supérieure à aujourd'hui. Donc, c'est normal qu'elle soit payée cher. Alors qu'une boîte qui stagne ou qui fait que 5-3% de croissance annuelle, en fait, c'est normal qu'on puisse pas la payer très cher parce que elle va pas être très grosse dans 2-3 ans, elle aura la même taille, quoi. Donc, ça, c'est un point important. C'est un point important, oui. Un autre paramètre qui me semble fou, c'est la rentabilité des boîtes. Dans le secteur software en particulier, quand tu es rentable, tu deviens moins valorisé. Alors, j'allais te le dire, je vais te choquer. En fait, les gens pensent qu'il faut faire le maximum de rentabilité. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as fait de la rentabilité, tu es valorisé sur un multiple de rentabilité. Et donc, moi, je conseille à beaucoup d'entrepreneurs, dont toi, de continuer à faire de la croissance tout en étant break-even. Break-even, c'est avoir à l'équilibre. Et comme ça, les acquéreurs qui seront intéressés un jour, ils peuvent pas te regarder sur la rentabilité. Et c'est très compliqué de faire 5, 10 millions, 15 millions d'EBITDA, donc de profitabilité. Il faut privilégier la croissance pour être bien valorisé à la fin. C'est-à-dire que si tu commences à faire de la marge, la valeur, elle sera exprimée en multiple de la marge et plus trop du chiffre d'affaires. Donc, dans la majorité des cas, tu auras une moins bonne valeur que si tu maximises plutôt la croissance, parce que faut que les gens comprennent, c'est que quand tu fais de la marge, ta croissance, elle est profitabilité. Profitabilité. Ouais, quand tu es profitable, quand tu fais du résultat net positif à la fin de l'année, ça veut dire que tu aurais peut-être, si tu avais été plus agressif sur le marketing, en ayant fait donc beaucoup moins de résultats, tu aurais peut-être fait meilleure croissance. Et donc, il y a toujours un arbitrage entre combien je veux croître ou combien je veux faire de profitabilité. Est-ce que je maximise l'un ou l'autre? Il y a toujours cet arbitrage-là. Et selon ce que tu veux faire après, si tu veux retirer des dividendes, tu vas arbitrer en faveur du résultat. Si tu veux vendre ou lever des fonds, tu vas plutôt maximiser la croissance parce que c'est ça qui va te rendre plus sexy pour le marché, quoi. Ouais, sachant que sur un éditeur logiciel, il y a encore beaucoup de sociétés qui sont vendues sur des multiples de chiffre d'affaires. Et c'est ça qu'il faut viser. Parce qu'encore une fois, si tu fais multiples d'EBITDA, t'imagines, une société logicielle est valorisée 5 fois le chiffre d'affaires. Donc, tu doubles de taille l'année prochaine, tout en étant à l'équilibre. Et en fait, tu as doublé ta valorisation. Si tu commences à être valorisé sur de la profitabilité, et en fait, tu seras valorisé sur un multiple. Mais passer de 10 à 20 millions de profitabilité en un an, c'est pas si simple que ça. Ouais. Et tu as parlé de la com comme étant un secteur qui sera jamais vraiment valorisé énormément. C'est quoi les autres secteurs qui sont méga peu valorisés? Les médias. Les médias, les sociétés de services à la personne, par exemple. Le conseil est peut-être pas très bien valorisé aussi. Le conseil est pas très bien valorisé. Tiens, un exemple très concret en ce moment. On regarde pour une société avec qui je travaille, on est en train d'acquérir des sociétés dans tout ce qui est amélioration des bâtiments. Et en fait, on achète des sociétés qui font par exemple des couvreurs ou des installations de panneaux photovoltaïques. Et en fait, c'est des sociétés qui peuvent très très bien marcher, avec des dirigeants très bons en région qui comptent pas leur temps, qui ont des jolies croissances, qui ont des belles rentabilités. Mais en fait, parce qu'il y a personne qui achète sur ces secteurs, parce que ça tient à une ou deux personnes, les dirigeants, et ben en fait, à la fin c'est en multiple, c'est très très mal valorisé. En fait, la logique, c'est que si j'achète une boîte qui tient trop à une personne, je ne saurais certainement pas la gérer comme lui. Donc, quand je l'aurais acquise et que je l'aurais sortie, en fait, ça va se détériorer de ouf. Donc, et ce que tu dis aussi, c'est que s'il y a très peu d'acheteurs dans un marché, et il n'y a pas de compétition à acheter de ces boîtes-là, c'est normal que les prix soient bas. C'est l'offre et la demande classique, quoi. Exactement. Ok, donc ça, c'est les secteurs de hype. Comment je sais quels sont les secteurs hype? Donc, je peux me faire conseiller, c'est sûr, mais est-ce que tu n'as pas des façons de le voir, ce que les médias couvrent le plus aujourd'hui?
Alors, sachant que le secteur hype, au moment où tu crées ta boîte, ça sera peut-être pas le secteur hype dans 3-4 ans où tu commenceras à avoir une certaine taille. C'est clair. Donc, c'est compliqué aussi de partir là-dessus. Bon, il y a des sujets immuables, des secteurs immuables comme la cyber, mais par exemple, la partie énergétique, la partie électrification. Il y a 3-4 ans, chez Cambon, nous, on regardait même pas ces sociétés. Maintenant, dès qu'une société est sur ces sujets, parce que l'électricité on fait beaucoup plus attention. Et puis tu vois le blackout en Espagne, enfin tu vois il y a un truc comme ça que on a de la chance. À couper, etc. Ouais. Tu vois, je pense qu'en France on se rend pas compte, mais on a énormément de chance avec le nucléaire. Mais quand la Russie a coupé en Belgique, les prix ils ont multiplié par 2. Et donc, ça met tout le monde dans la panade. Et donc, trouver des sociétés comme ça, c'est devenu un nouveau secteur hype, en fait, tout ce qui est électrification, énergie. Et c'était pas le cas avant. Ok, sujet tabou, l'entre-soi en France et à Paris, il est quand même énorme. Et en fait, moi, je le mesurais à l'époque quand je récupérais des cartes de visite de VC, de fonds d'investissement. Et ça rejoint la question de comment j'arrive à avoir des rendez-vous avec des investisseurs. Ouais. Et en fait, j'ai remarqué un truc. Quand tu as la carte de visite, ça veut dire que tu as été introduit d'une manière ou d'une autre et tu contactes le mec qui te répond. Quand tu passes par le canal habituel, c'est le site internet, personne ne te répond. Alors, être VC, donc investisseur en capital risque, c'est devenu ultra hype. Et en fait, c'était pas comme ça avant. Pour la petite histoire, moi je suis quadra, bon, très vieux pour certains, mais encore jeune pour beaucoup. Mais encore jeune pour certains aussi. Pour la moitié de la population. mais tu vois, donc moi j'ai vu je connais des VC qui ont 50, 60 ans, et eux c'était vraiment des pionniers. Je pense à deux investisseurs à Londres, Mike Sheffen et puis Michael Elias. Les deux, ils étaient diplômés de Harvard en plus, donc le top du top mondial. Et en fait, ils sont allés à contre-courant. Ils pouvaient tout faire dans leur promo et ils sont allés au contre-courant. Qui était une niche. Parce que c'était une niche, c'était vraiment mal vu. Et en fait, ils sont allés là-dedans. Les quadras, c'est encore le cas. Je parlais avec un entrepreneur un peu connu en France, un investisseur un peu connu. C'était parce qu'on était passionnés, parce qu'on adorait ça. C'était pas parce que c'était sexy que tout le monde voulait y être. Et maintenant, le problème des gens qui ont 20 ans, dans leur vingtaine ou début trentaine, ils ont fait ça parce que c'était la hype. Parce que dans leur école, HEC, ESCP et SEC, c'était le top du top. Et je donnerai pas de nom, mais on parle entre vieux et les investisseurs me disent la même chose. Bah non, les juniors ils font ce métier parce que c'était le truc le plus hype de leur promo. Mais c'est pas des gens qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, par la tech, par les nouveaux changements de paradigme économiques, technologiques. Et en fait effectivement, et donc ça génère de l'entre-soi parce que c'est forcément des gens qui se ressemblent beaucoup plus. Mais est-ce qu'il faut, pour être introduit ces gens-là, est-ce qu'il faut passer toujours par des recommandations finalement, et que tu ne peux pas le faire, et ça c'est une valeur d'un lever, hein, c'est qu'il les connaît personnellement, donc quand ça passe par le lever, il y a plus de confiance, donc on va prendre le temps d'analyser le dossier. Quand ça passe par quelqu'un qu'on connaît tous les deux, c'est pareil, mais quand ça passe par je vais sur le portail, sur le site, je poste, et il y a un junior ou un stagiaire qui va analyser ces dossiers, c'est sûr, parce qu'ils en reçoivent des tonnes tous les jours, qu'est-ce qu'on recommande aux gens de faire s'ils n'ont pas de lever dans leur réseau et qu'ils ne sont pas acceptés par... Parce qu'il y a un autre truc, c'est qu'il faut être accepté par un lever aussi. Parce que le lever, s'il ne te prend pas ton dossier, il est limité dans le temps. Il ne peut pas prendre tous les dossiers qu'il reçoit. On va dire combien tu reçois de dossiers, toi, et comment on fait pour atteindre Romain Dehaut aussi aujourd'hui. Mais si toi, tu dis non et que l'autre dit non, je vais me débrouiller tout seul, quoi. Alors, sur ce coup-là, je vais défendre les fonds d'investissement. Un fonds français, il reçoit entre 1000 et 2000 dossiers par an. Un fonds anglais, c'est plutôt 5000. Donc, j'ai calculé à raison d'un teaser. Donc, un teaser, c'est 2 pages qui expliquent sommairement l'activité. Comme les films, quoi. En fait, c'est ça. Et en fait, c'est plus long à lire que toute la collection Harry Potter. Et donc, forcément, à un moment, t'as pas le temps. Faut que tu ailles à l'essentiel.
c'est comme Surtout quand... que beaucoup sont mal faits et pas intéressants. Quoi. Et le pire, c'est qu'il y en a qui sont mal faits, mais qui sont super intéressants. Ouais. Et tu vois, il faut Et si aussi, tu les rates faut les récupérer, ceux-là. Et donc, c'est comme toi, Rassem, t'es entrepreneur. Bon, après, t'as plein de personnes sous tes ordres, mais tu vois, vous recevez probablement des centaines et des milliers de CV. Oui. Et en vrai, il y a une faute d'orthographe, tu supprimes. Il y a un truc qui va pas, tu supprimes parce que t'en reçois trop. Et donc, effectivement, ça fait une masse colossale et t'essayes d'aller, de prendre des raccourcis. Et donc, les intros, ça marche bien. Aller voir des fonds spécialisés aussi, s'intéresser au contenu des investisseurs, ça marche. Mais c'est pas évident. Mais il faut comprendre les investisseurs sur ce sujet. Non, je suis d'accord. Même moi, c'est sûr que si un candidat pour un poste vient par du réseau, bah, je me dis il a passé des filtres parce que quelqu'un me l'a recommandé, donc je vais plus le considérer, plus prendre le temps, alors que l'autre, je lui donnais 3 secondes de scan de CV comme ça. Et c'est vrai que Hugo, s'il n'y a pas de photos, il les prend pas déjà, les CV. Mais bon, c'est lui. Mais tu vois, t'as raison. Mais les gens doivent être conscients de ça. C'est pas que parce qu'il y a de l'entre-soi, c'est aussi parce que la quantité de demandes est énorme. Les fonds, il y en a quelques-uns, mais c'est pas illimité. Donc, il faut arriver à passer les filtres. Et c'est ça aussi, l'entrepreneur, c'est son rôle aussi de savoir être malin et passer par la fenêtre, tu vois, passer par des recommandations. Il y a des gens qui sont très bons pour ça. Mais j'avais remarqué que quand j'avais l'email direct du patron d'un fonds et que je lui écrivais, premier réflexe, c'est comment t'as eu mon email ? Genre en mode, ça veut dire que quelqu'un t'a recommandé, c'est qui ? Tu vois, et alors que si tu écris au junior, bah, c'est sûr que ça n'a pas les mêmes chances, comme tu dis. Et du coup, ça me ramène à la question de tout à l'heure, c'est que, imaginons je fais tout seul, je dois faire un teaser, donc je dois présenter la boîte en 2 pages parce que c'est tout ce que peut consommer un investisseur au début. Je dois faire la présentation d'une première entrevue de 30 minutes, présentation qui raconte une histoire. C'est quoi l'importance de l'histoire ? Parce que les gens, il y en a qui sont très matheux, te montrent un BP, ils te disent ça doit être clair, c'est évident pourquoi c'est un bon business. Et on a beaucoup ça en France, on n'aime pas enjoliver les choses, tu vois, on n'aime pas être dans le spectacle, alors que toi, tu vois tous les jours l'importance d'une histoire et comment elle peut, la même boîte, raconter de manière différente, est-ce que ça peut changer le destin de la boîte ? Ah, complètement. En fait, plus la boîte est jeune, moins il y a de chiffres, et donc plus il faut raconter d'histoires. Toutes les sociétés, elles ont besoin d'une histoire. Il y a trop de concurrence. Donc, quand tu n'as pas de chiffres au démarrage, quand il y a des milliers de sociétés, forcément, il va falloir que tu distingues par quelque chose, ça va être l'histoire. Après, quand tu deviens plus mature, quand forcément tu montes la pyramide, il y a moins de fonds d'investissement. Et donc, faut toujours se distinguer par rapport aux autres. Et donc, il faut raconter une histoire. Il faut faire rêver. En fait, les investisseurs et puis même les leveurs, il y a un risque d'être blasé parce que tu vois des milliers de dossiers, tu vois trop de choses. Et en fait, faut que ça te prenne aux tripes. Et d'où l'idée de faire un storytelling sexy, quelle que soit la maturité de la société. Et d'ailleurs, ça marche aussi, moi je l'ai vécu plein de fois, sur même les recrutements clés. Parce que pas que les investisseurs, en fait, l'histoire est importante pour emporter tes premiers recrues, tes stars, tes hommes clés, même tous les autres postes. En fait, les gens sont plus sensibles finalement à une narrative, à un récit, qu'à des chiffres froids qui ne peuvent... Et en plus, les mêmes chiffres, tu peux leur donner un sens très différent selon comment tu racontes l'histoire des chiffres. Et je pense qu'il y a aussi 2 éléments sur le storytelling. Il y a le storytelling de la société, il y a le storytelling des entrepreneurs. Oui. Je donne un exemple. On a travaillé avec Murphy. Donc le CEO et puis ses 4 cofondateurs, ils ont fait des grandes écoles, des mecs top. Et au début, donc Murphy, ils font de la réparation, de lave-linge, la vaisselle, du reconditionnement. Et en fait, les 200 premiers, c'est eux qui les ont fait direct. C'est eux qui les ont fait en direct. C'est eux qui les ont fait. Ils ont réparé. Ils ont réparé le lave-vaisselle de Madame Machin. Ils sont allés réparer le lave-linge. Et donc, ils ont compris comment ça marchait. Ils se chronométraient. Ils regardaient si c'était possible de faire mieux. Et donc ça, le storytelling raconté au fonds d'investissement, il est génial. Allez, un autre truc, une autre anecdote. Tu vois, on a beaucoup bossé ensemble avec Mehdi notamment. On se connaît très bien. Tu vois, moi je parle beaucoup de Mehdi et toi sans que vous le sachiez. En termes de storytelling personnel. Ouais, en termes de storytelling personnel. Je donne plein d'anecdotes sur vous et tu vois, ça donne de la matière et ça donne justement. Tu parlais de l'entre-soi, ça change de l'entre-soi et les gens, quand je raconte des histoires comme ça, les investisseurs, ils sont dingues et ils m'écoutent en fait.
Ça fait que tu te distingues parce que beaucoup d'autres histoires se ressemblent et que c'est les mêmes moules. Alors là, quand tu racontes des faits intéressants, ça stick, ça se colle dans la mémoire par rapport à des histoires beaucoup plus plates finalement. Bah c'est ça, tu vois, quand le jeune polytechnicien, il va faire 200, il va réparer 200 lave-linges chez les gens. Les investisseurs, ils se disent, waouh, il y a un truc, c'est exceptionnel. C'est clair. Est-ce que les fonds et les investisseurs finalement, et même vous en tant que banquier d'affaires, est-ce que vous recevez des milliers de dossiers, mais est-ce que vous démarchez des boîtes? Parce que moi, parfois, j'ai des emails de fonds. Je me dis, mais pourquoi ils m'écrivent? Les fonds, ils sont inaccessibles et tout. Et parfois, ils me disent, hi Rassam, can I have a meeting with you? Alors, on parle des fonds d'investissement, là, on parle pas des leveurs, des banques d'affaires. Alors, si on parle des fonds d'investissement, il y a surtout des Américains qui ont des armées de juniors qui démarchent la terre entière. Et donc, je bosse avec des entrepreneurs qui me disent, mais tiens, il y a ce fonds américain, il m'a contacté, mais t'as vu son track record? Et là, je suis obligé de le calmer en disant, écoute, t'es le 5e cette semaine, entrepreneur français. Sache qu'ils ont une stratégie de démarcher à terre entière. Notamment, il y a un fonds qui s'appelle Lead Edge. Il donnait des chiffres, il a 20 juniors et chacun doit appeler 10 boîtes par... C'est pas les bons chiffres, mais je les ai vus et chacun a comme mission d'appeler 10 boîtes par jour, de contacter 10 boîtes, et puis après ils remplissent des mappings pour voir qui fait quoi, qui ressemble à quoi, et donc il y a des fonds qui sont connus pour ça. Et donc il y a des fonds qui sont connus pour appeler tout le monde, il y a des fonds qui sont plus en mode sniper, donc de manière très ciblée, et certains qui le font pas de tout parce qu'ils ont trop de choses à faire. Et parfois certains, je pense aussi, ils ont un secteur en tête et ils veulent mapper tout le secteur, et là ils vont vraiment... contacter les plus connus de ces acteurs-là parce qu'ils se disent ok, il me manque une boîte dans ce secteur-là et je veux trop en avoir une ou dans ce pays-là, et ils vont vraiment être ciblés et pas aussi... Je confirme, sachant qu'il y a deux types de fonds d'investissement. Il y a les généralistes et puis il y a les spécialistes. Et donc les spécialistes, après ils vont rentrer dans des sous-couches, dans des sous-segments du marché, et donc ils vont vouloir voir tout le monde. Ok, donc on a parlé de l'importance de l'histoire, l'importance des fondateurs. On entend beaucoup des mecs sur une slide, ils ont levé 10 millions. Je dis, mais c'est magique. Est-ce qu'il connaît, c'est son père le patron du fonds, ou ça se passe comment? Ou est-ce qu'il a une histoire tellement magique que finalement le mec il a convaincu, et là tu creuses, tu remarques qu'il a déjà fait 2 boîtes, il a vendu 2 boîtes, donc le mec est tellement sûr que tu as envie de lui filer ton argent en fait. Tu sais, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur les investisseurs et les retours sur investissement. Il y a un investissement qui a fait x5000, on en parle pendant 10 ans. Là, c'est la même chose. Il y a un dossier sur 10 000 qui a levé 10 millions sur une slide. Mais tu as raison, derrière tout ça, il y a toutes les planètes qui se sont alignées. Il y a l'entrepreneur qui était exceptionnel, généralement qui a monté des boîtes, il y a l'investisseur qui le connaissait avant, il y a l'investisseur qui voulait vraiment ce secteur d'activité, qui cherchait quelque chose, qui attendait quelque chose depuis 2-3 ans. Donc le hasard, c'est quand même assez rare. Oui. Et toi, quand un fondateur vient te voir, c'est quoi ta façon de penser? Est-ce que c'est sûr il va lever? Ou est-ce que sa boîte m'intéresse parce qu'elle est sexy? Comment tu raisonnes? Alors, nous, on a un business model très particulier. Donc, tu disais tout à l'heure, les leveurs veulent gagner plein d'argent, blablabla. Et c'est... Je connais les chiffres. Quoi? Je connais les chiffres. Et certains, oui, mais pas tous. Nous, on est payé au succès. Donc, quand ça se passe mal, quand le dossier réussit pas... pour rien. On a travaillé pour rien. Et c'est toujours la faute du lever. Donc je pense à une société, j'aime bien le fondateur, il a pas fait ses chiffres, donc on a levé dans des mauvaises conditions. C'était ma faute, alors que la société elle devait faire x4, elle a fait x1,5. Tu te reprochais quoi? Bah, il me reprochait le résultat en fait, alors que 2 fois ça m'est arrivé sur les 4 dernières années. Il y en a un avec qui je suis resté très proche, il me disait non mais si on travaille ensemble, tu m'auras des meilleurs fonds. Et je lui ai dit, machin, mais rappelle-toi quand même que tes chiffres, ils étaient merdiques. Et donc, fais des bons chiffres et on le va bien. Tout ça pour dire, quand il y a un problème, c'est toujours la faute du lever. Donc, on gagne pas d'argent. Risque réputationnel. Et donc, c'est affreux. On a passé 6 mois, 8 mois, 1 an à travailler nuit et jour. Parce que tu le sais, Rassam, on travaille nuit et jour. Week-end, 22 heures. Et donc, pour que ça mène nulle part. Et donc, on est ultra précautionneux sur les dossiers qu'on va parce que le temps que tu passes,
tu vas pas le passer sur une autre boîte. Exactement. Et donc, si tu fais 0, tu fais 0. On peut pas prendre 20 dossiers, on peut en prendre un nombre limité, et donc ça marche par créneau. Là, on a un créneau, on peut prendre un dossier, il va falloir qu'il marche, on n'a pas le choix, parce que sinon, c'est des coûts d'opportunité énormes. Et donc, il y a 3 parties. Il y a les entrepreneurs, il y a la société et le marché. Donc, c'est 3 catégories, on peut passer 1 heure par catégorie. C'est très compliqué, il faut les planètes alignées, il faut se décider assez rapidement, parfois. Mais un truc, c'est, moi je me dis toujours, est-ce que j'irai prendre des bières avec ce mec ? Est-ce que si je dois bosser un dimanche à 22h, est-ce que j'ai vraiment envie de bosser pour lui ? Est-ce que je le ferai avec plaisir ? Est-ce que j'irai à la guerre avec ce mec ? Est-ce que s'il n'y a pas un problème, parce qu'il y a toujours des problèmes dans une levée, on le sait, il y a des hauts immenses et il y a des bas, il y a des abîmes exceptionnels. Oui. Et donc c'est un moment, est-ce que on va se relever les manches, est-ce qu'on va se trouver une solution ensemble, est-ce qu'on va aller se battre? Et donc moi mon critère sur l'entrepreneur, c'est bière et puis la guerre. C'est clair. Et s'il boit pas de bière, comment tu fais? Je suis tolérant. Et pour revenir à l'histoire, c'est ouf parce que j'étais toujours fasciné par ta capacité à raconter des histoires ou à trouver des histoires. Souvent, tu utilises des références de fables. Je sais que nous, par exemple, on a trouvé un angle hyper intéressant pour imager notre façon de faire qui utilisait l'image des canards. On va pas les expliquer ici parce que c'est trop long, mais la façon de simplifier l'histoire pour que ça rentre dans les cases de comment pense un investisseur et que ça coche des cases dans sa tête, etc., tout en étant simple et rester cohérente. Ça, c'est un vrai skill, ça, c'est un vrai savoir-faire, quoi. Ouais, déjà, t'es pas trop mal pour raconter des histoires. Hein. J'ai aussi des choses qui me sont restées assez exceptionnelles, mais faut se mettre à la place d'un investisseur. Oui. Ce matin, il va rencontrer une boîte de GenAI dans les RH. Oui. Cet après-midi, il va avoir une marketplace C2C dans le voyage. Demain, il va voir, pour les généralistes, demain, il va voir une deep tech qui est dans la food. Et en fait, à la fin du rendez-vous, parce que l'entrepreneur, c'est son business au quotidien, il vit ça, il mange ça nuit et jour. Mais en fait, faut se mettre à la place de l'autre. C'est très, très compliqué à comprendre. En 1 heure, en 1h30, ingurgiter tout, c'est un travail de malade. Parfois, en 30 minutes. Ouais, et certains font sont en 30 minutes. Oui. Et donc, quand tu fais ça toute la semaine, quand tu as vu 5-6 boîtes très compliquées, c'est le grand écart intellectuel d'une puissance astronomique. Et à la fin, le lundi... après le week-end, il va falloir que tu parles à ton comité, à tes autres membres. Faut résumer les 2-3 boîtes qui t'ont vraiment marqué. Et donc, c'est pas l'investisseur que tu as devant toi, c'est qu'est-ce qu'il va aller raconter le lundi prochain et est-ce qu'il sera dans sa shortlist du lundi prochain. Donc, faut le marquer. Donc, l'histoire, donc faut le marquer, il n'y a pas plus puissant que l'histoire. Ouais. C'est quoi les business les plus improbable que tu as vu, soit parce que techniquement c'est une folie ce qu'ils arrivent à faire, je sais pas, robotique, ou marrant ou très drôle, genre inattendu, quoi. Alors, c'est marrant que tu parles de ça. Pas forcément dans le porn. Hein. Quoi? On parle de son side business. J'ai pas de side business. Et ce qui est marrant, je vais d'abord te raconter autre chose, c'est que avant, il y a encore 2 ans, on faisait 75-80% de nos deals dans le SaaS. On faisait des SaaS dans le marketing, dans les RH, dans le software as a service. On faisait 80% de nos deals chez Cambon sur ces sujets. Et en fait, ça s'est complètement écroulé sur les 2 dernières années. Mais non. Donc, c'est à peu près 20-30% de nos deals. Donc, en fait, il y a eu une chute vertigineuse. Et donc, on a dû trouver d'autres relais de croissance pour qu'on reste pas les bras croisés. Et donc, on travaille actuellement avec des sociétés, mais on n'aurait jamais cru ça possible. C'est les nouveaux business. Des business qui sont liés à l'impact avec beaucoup de people. On en fait plusieurs. Avec beaucoup de salariés. Avec beaucoup d'opérationnels sur le terrain. Tu vois, une première qu'on connaît, qui commence à dater, mais qu'on connaît très bien, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, La Belle Vie. Tu vois, c'est des sociétés qui bon, là, pas la food, mais qui ont le vent en poupe sur certains domaines, et notamment liés à l'impact. Paul, si tu nous écoutes. Il va sûrement écouter. Et ensuite,
tu vois, on a fait du quantique, des ordinateurs quantiques. Ah ouais. On a fait des lanceurs de fusées. Ah oui. On a fait, là, on fait des batteries d'énergie en ce moment. Donc, on a fait de l'infrastructure. En ce moment, j'ai regardé il y a pas longtemps, c'était en Norvège, un bateau green et autonome. Donc, c'est des choses que ni nous, ni les fonds, ni la majorité des fonds d'investissement n'auraient regardé il y a 3 ans. Et en fait, c'est en train de devenir les nouvelles tendances. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une opportunité énorme pour ces gens-là qui veulent faire des business un peu particuliers, qui ne rentrent pas dans le logiciel pur. Parce qu'avant, on ne jurait que par le logiciel. Ils avaient zéro chance de trouver des fonds, en tout cas en bonnes conditions. Et là, finalement, des portes s'ouvrent pour ces business. C'est très bien reformulé. Et je vais même plus loin parce qu'on a regardé des études. C'est que avant le SaaS, c'était très parisien, l'entre-soi, les grandes écoles. Maintenant, la deep tech, les trucs dans l'impact avec beaucoup de people, beaucoup de personnes, c'est plus en région. C'est des gens qui sont moins diplômés. C'est des gens qui n'ont pas monté de start-up avant. Donc, en fait, la typologie d'entrepreneurs qui sont financés est en train aussi largement de changer. Okay. Et c'est marrant. Et donc, c'est plus des geeks, c'est moins des commerciaux, c'est moins des Parisiens. Et donc, il y avait un besoin de storytelling qui est aussi beaucoup plus prégnant pour ces gens-là. C'est pas naturel pour eux de bien raconter l'histoire. Ok. Et moins de réseaux chez les fonds. Ils n'ont pas fait les mêmes écoles. Ils sont pas dans les circuits que les nouvelles générations d'investisseurs. Quand est-ce que les entrepreneurs touchent vraiment de l'argent aussi ? Je pense que c'est un démystifié. Ok. Le métier d'un... Alors d'abord, leveur de fonds, ça doit être un des plus beaux métiers au monde, pour plein de raisons. Franchement, j'adore. Tu rencontres, tu côtoies des entrepreneurs, t'es là au moment clé. Et donc, franchement, c'est exceptionnel comme métier. Bon, évidemment, comme dans tout élément exceptionnel, il y a ses mauvais côtés, c'est qu'il y a un boulot de dingue. Nous, je l'ai dit, on a un business model, on a une manière d'être payé qui fait que si ça va pas au bout, on touche rien ou des queues de cerises. Et donc, il faut qu'on travaille de A à Z. Donc, A à Z, après avoir sélectionné le dossier, sur lequel on essaye d'être le plus scientifique, on essaie de mettre notre expérience là-dessus. Quand on commence à travailler, finalement, il y a 3 parties. Il y a trois périodes. La première, c'est la préparation du dossier. Donc, préparation du dossier, il y a le storytelling, c'est absorber le plus d'infos possible de la part du fondateur, de la part des C-level et de la part de ce qu'on peut lire sur Internet, absorber la société, ce qu'elle fait, le marché, comment la société se distingue. Et donc, on va tout lire, on va tout récupérer. Et à la fin, on va essayer de raconter une histoire assez courte. Donc, on va pas raconter un roman de 500 pages. On va pas en faire trop. Les écrivains ils disent que c'est les nouvelles qui sont les plus compliquées à écrire. Nous, on va essayer de faire quelque chose de très très court en une vingtaine de slides. Donc, l'idée, c'est d'avoir un deck qui va pas permettre d'investir. En fait, qui va permettre de passer du premier au deuxième rendez-vous avec l'investisseur. C'est tout ce qu'on veut. C'est comme avec une meuf, quoi. C'est comme je dis que c'est les 1000 et une nuits, mais chacun a sa manière de faire. Mais c'est que le fond, il continue. Donc, il faut raconter le storytelling. Donc ça, on le fait sous forme de deck, de PowerPoint, d'une 25 slides. Ensuite, il y a les chiffres. Donc l'idée, c'est de récupérer le maximum de data chiffrée de la société et de trouver les KPI, donc de trouver les chiffres qui sont le plus sexy. Donc c'est c'est déjà de les concaténer, c'est déjà de les mettre en forme, c'est déjà de bien définir ce que c'est le CAC, le coût d'acquisition d'un client, la LTV, Lifetime Value, et ensuite voir comment on peut raconter des histoires avec ces chiffres. L'idée, c'est surtout pas de mentir, parce que chez Cambon, ça se découvre après, on a une réputation, mais c'est d'essayer de prendre les chiffres qui sont le plus objectifs possible et le plus sexy. Et on va pas en prendre 50 non plus, parce que là aussi, les investisseurs, il y a personne qui y retient. On a tous des mémoires de poisson rouge. Donc, c'est d'insister sur 2, 3, 4 chiffres et c'est de dire, bah voilà, la boîte est exceptionnelle, regardez ce qu'ils ont fait sur ce chiffre en particulier. Donc ça, c'est un travail de dingue. Ça se traduit par beaucoup d'Excel.
Tu le sais, chez Cormon, on a des gens très très forts là-dessus. Baptiste, si tu nous écoutes notamment. Et donc, on va cadrer la performance historique de la société et les projections futures en ayant des assumptions, en ayant des hypothèses qui soient le plus réalistes possible. En fait, l'investisseur, il est intéressé par le futur, mais il faut le raccorder au passé et montrer que c'est crédible comme futur vu le passé qu'on a dans En fait, c'est la règle des 2 R. C'est faire rêver, mais rassurer. Donc, on est toujours dans cette optique. C'est crédible comme scénario. Exactement. Okay. Donc, c'est les principaux éléments. Et ensuite, on va parfois faire des documents complémentaires. Si on est sur un sujet avec beaucoup de concurrence, on va directement tacler le sujet en faisant 5-6 slides sur le sujet de la concurrence. Si j'ai un sujet de tech, pareil, on va prendre des slides, expliquer. Comme ça, on va tacler le sujet la question majeur. Qui sera posée par tout le monde. Exactement, c'est ça. Donc, ça, c'est la première période avec l'idée de constituer la liste des fonds. La liste des fonds, il faut qu'elle soit suffisamment large pour avoir le choix, parce que tout à l'heure, on l'a dit, c'est la demande et l'offre, il faut mettre en concurrence, mais pas trop restreinte, parce qu'à un moment, tu n'auras pas assez d'offres. On l'a dit, il y a une concurrence qui est dantesque. Oui. Auprès des investisseurs. Donc, il faut prendre la bonne catégorie, le bon nombre de fonds, il faut bien les cibler, et ensuite, nous, on va les appeler, on va les contacter. Et l'idée, c'est qu'on essaye d'avoir chez Cambon une bonne réputation. Et moi, un des trucs que j'adore, c'est appeler un fonds d'investissement en lui disant « J'ai un nouveau dossier pour toi. Tu te rappelles l'ancien dossier que je t'ai présenté il y a 4 mois ?» Eh ben, en fait, on vient de closer avec un des meilleurs fonds au monde. Est-ce que ce nouveau dossier, tu veux le regarder ? Ça, c'est une de mes petites jubilations. Le fonds qui m'avait taclé, qui m'avait bâché 4 mois avant sur ce dossier en lui disant il vient de finir avec un des meilleurs fonds. Réouvrons un nouveau dossier si tu veux. Ouais, et donc, on les appelle et l'idée, c'est de démarrer le roadshow. Donc, le roadshow, c'est un terme anglais qui signifie aller voir tous les fonds. Donc, l'idée, c'est aller les voir au même moment. Donc, c'est pas 5 en septembre, 5 en octobre, 5 en novembre. C'est aller voir le même nombre sur 3-4 semaines. Hyper important, ça. Ça, c'est hyper important. C'est l'idée que tous les fonds soient sur la même ligne de départ. Donc, nous, on va aider notre entrepreneur. Donc, on va faire des warm-up, on va faire des séances de préparation. On va l'écouter pitcher, on va l'aider, on va le briefer sur comment parler de la société, sur certains éléments qui nous semblent importants. On va le mettre en situation avec d'autres membres de l'équipe chez Cambon qui connaissent pas le dossier, mais qui justement donnent un avis beaucoup plus impartial. Ensuite, on va commencer par un fonds pas terrible pour qu'ils se mettent en jambes. Et après, c'est d'aller voir un nombre de fonds sur 3-4 semaines. Il y a les visios. Les visios, c'est bien, mais il manque quelque chose. On parlait de storytelling, on parlait de fit humain. Allez les voir de visu, que ce soit à Paris ou à Londres, ça marche bien mieux. Les taux de conversion, on n'a pas fait des stats là-dessus, mais je suis persuadé que les gens que tu vois en visu la première fois, ils passent en rendez-vous numéro 2 plus facilement. Beaucoup plus, ouais. Et donc, on va contacter les fonds, on va sélectionner, on va contacter les fonds, on va briefer notre entrepreneur sur quel type de fonds il rencontre. Quel sujet il parle beaucoup. Je pense à un investisseur que j'aime bien, il pose toujours la question sur le pricing. Donc, on va lui dire à l'entrepreneur, prépare-toi à avoir une question sur le pricing avec cette personne. Le pricing, c'est la valorisation de la boîte, certainement. Non, sur pourquoi le prix de ses produits services, ou de ses services. Pourquoi c'est à 100 € et pas à 200 ? Attends-toi à avoir une question là-dessus. Lui, il fait une fixette sur les États-Unis. Attends-toi à avoir une question là-dessus. Donc, en fait, lui, il parle beaucoup. Lui, il parle pas beaucoup. Lui, s'il te dit pas un mot, c'est normal. Sois pas déstabilisé. Et donc, on va renseigner les entrepreneurs sur la typologie des fonds, sur ce qu'ils veulent. Et donc, on va faire les rendez-vous. Donc, l'entrepreneur, il va enchaîner les rendez-vous. Et l'idée, c'est que nous, après, on rappelle les investisseurs ensuite pour voir ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris. Et parce que c'est compliqué de dire à un entrepreneur ça c'était nul, ça j'ai pas compris. Avec nous, il se lâche beaucoup plus facilement. Ouais. Je balance une histoire. C'était il y a prescription. C'était dans le service à la personne. Et en fait, les investisseurs, ils m'appelaient en me disant
tout est génial, mais on comprend pas le mindset, on comprend pas l'attitude du directeur commercial. Et en fait, je leur disais, mais en fait, on veut pas un directeur commercial avec le couteau entre les dents. On veut pas quelqu'un qui vende tout et n'importe quoi. On veut quelqu'un qui vende du service à la personne, avec auprès d'une clientèle DRH très très particulière. Et en fait, si tu te projettes là-dessus, tu te rends compte que c'est vraiment le bon directeur commercial. Et tous les fonds disaient, ah ouais, non, mais en fait, t'as raison. T'as décoincé un truc que l'entrepreneur n'aurait pas pu décoincer. En fait, il n'aurait jamais su, que l'investisseur, il a jamais dire ton directeur commercial, il a l'air nul. C'est pas qu'il est nul, c'est qu'il est pile poil pour parler service à la personne auprès d'un DRH. Oui. Et donc, nous, on débrief, on va travailler sur des questions complémentaires. Donc, le sujet, c'est que les fonds intéressés, ils vont poser 1000 questions. Et tu connais la dictature de la majorité ? Nous, on est dans la dictature de la minorité. Ouais. Donc, si on a un investisseur au début qui nous demande une question complètement idiote, qui peut prendre 1 heure, 2 heures, malheureusement, on aura tendance à lui répondre. Et donc, on va emmagasiner un nombre de Q&A, question and answers, des questions des fonds assez importantes. Et on va creuser chaque question. Ouais, chaque question sur un deuxième, un troisième rendez-vous. L'idée, c'est comme un entonnoir. On va contacter des fonds, on va avoir des premiers rendez-vous, on va avoir encore moins de personnes en deuxième et en troisième, et ainsi de suite. L'idée, c'est que nous, chez Comment, on est très sympa avec tous les fonds, jusqu'au moment où il y a un fonds qui dit je vous fais une offre. Et là, l'idée, c'est le momentum. C'est dire aux autres fonds, écoute, moi je dois avoir une offre dans 2 semaines, on va pas tergiverser 107 ans, et donc c'est le moment, si tu es toujours intéressé par le dossier, c'est le moment d'y aller. Ouais. Et donc, on reçoit des offres, et ça c'est la fin de la deuxième période, donc le roadshow, et en fait on va recevoir des offres. Donc là, il y a des histoires aussi, soit tu reçois une offre, soit tu en reçois 10, de fonds complètement différents, et donc là il va avoir un travail de négociation. Donc évidemment c'est pas du tout pareil quand t'as une offre, quand t'en as 10, quand t'as un écart type incroyable, quand t'es avec un entrepreneur qui est très à l'aise pour négocier ou qui veut tout nous déléguer. En fait il n'y a pas une histoire qui se ressemble. Et donc ça c'est super intéressant, et il y a des histoires, c'est un stress de dingue. Ouais. On passe des nuits à modéliser parce que les offres, c'est pas une offre à 10 euros ou à 10 millions, à 15 millions. C'est pas un tapis. Il y a plein de petits trucs, plein de petits compléments de relution et dilution. Et, il y a plein de détails dans une offre. Ouais. Et tu peux négocier la valeur un peu moins à la baisse. Pour gagner le fait que tu puisses pas te virer à la majorité, mais à la majorité machin. Il y a plein de détails dans une offre. Alors, il y a les aspects économiques, donc modéliser la valeur, mais qui peut prendre des éléments de relution et de dilution. Et après, tu as raison, il y a les éléments qui sont liés à la gouvernance, qui sont tout aussi importants. En fait, et s'il y a vraiment un sujet sur lequel j'insiste, c'est que tous les il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont omnibilés par la valo. Franchement, c'est un élément parmi d'autres. Il y a plein d'éléments qu'il faut prendre en compte. La taille du fonds, le prestige du fonds, le fit humain avec la personne, la gouvernance, les liquidations préférentielles, les éléments de relution, dilution. En fait, il y a plein de sujets qui sont... Ouais, et je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui pensent que à la valo. C'est débile. Qui peuvent au détriment de beaucoup de choses, quoi. Et qui se retrouvent généralement 2-3 ans après, bec dans l'eau. Ouais. Et là, tu as parlé de toutes les étapes. Et on voit à quel point c'est une opération qui n'est pas facile et qui n'est pas petite, qui n'est pas simple, qui est aussi chronophage. Surtout si tu le fais toi-même seul, c'est encore plus chronophage parce que tu dois faire tout ça. Et ça tient en combien de temps ? Alors, j'ai pas fini parce que c'est ultra long. Donc, une fois que tu négocies, tu modélises toutes les offres, tu as les fonds. Après, il y a tout ce qui est audit.
Après, il y a tout ce qui est négociation du pacte. Et ça prend aussi un temps fou. Et en tant que conseil financier, on connaît très bien la société, on connaît très bien l'entrepreneur, on va être en support des avocats. Les avocats, il y a 4 types, c'est une matrice. Il y a ceux qui connaissent les levées, ceux qui connaissent pas. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui disent c'est mon avocat depuis que je suis né, depuis le début, je veux le prendre, alors qu'ils connaissent rien à le lever. Ouais. Et il y en a qui travaillent pour leurs clients, et il y en a qui travaillent pour la doctrine légale. Oui. Et donc, il y a une matrice qui fait que nous, parfois, on travaille beaucoup, beaucoup trop sur l'avocat. Moi, en rigolant, je dis aux entrepreneurs qu'on devrait aussi être payé en tant qu'avocat, mais parfois, il y a beaucoup de travail. Oui. Et donc, ça prend tout ça prend 6-7 mois quand ça se passe bien. Ça peut prendre 1 an. C'est un travail dantesque. La majorité... C'est un travail titanesque. La majorité des entrepreneurs pensent que ça prend 2-3 mois. Non, 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 mais il y en a qui nous demandent des trucs, qui nous rencontrent, qui disent bon, dans 4 mois j'ai l'argent. Alors on lui dit que non, pas du tout, ça marche. Parce que déjà la transaction, quand je finis de signer, je reçois 5 millions sur mon compte. Ouais. Alors déjà, il faut savoir que il y a la signature d'un term sheet. En fait, c'est contrat de fiançailles. Donc on est d'accord sur les principaux éléments. Les grandes lignes. Après, on va rentrer dans des détails, mais techniques. Et puis, on va aussi vérifier les audits. On va vérifier que les chiffres sont bons, qu'on n'a pas raconté n'importe quoi. Donc, une fois que tu t'es fiancé, il y a quand même des grosses chances que ça aille au bout. Et donc, tu peux commencer à envisager la suite. Tu peux commencer à embaucher, à recruter à partir de la signature de la term sheet. J'ai pas de chiffres à donner, mais en général, quand c'est signé, quasiment tous les cas, ça va au bout. À 95%, ça va au bout. Sauf en cas de crise et de panique du marché en général, comme c'était le cas en 2022, où c'est exceptionnel, c'est très 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 rare. C'est vraiment des cas de crise totale, parce qu'en fait, les fonds parfois eux-mêmes n'ont pas l'argent. Ouais. Ils doivent attendre un virement de leurs propres investisseurs à eux. Et s'ils sont bloqués, ils peuvent même pas te donner l'argent, quoi. Effectivement, mais tu vois, hors période Covid... Black Swan. Ouais, c'est le Black Swan. En général, on respecte les contrats et les gens... Et donc, si t'es bon, si t'es confiant sur les audits, si tu sais que t'as pas fait n'importe quoi, si tu sais que la technologie, elle t'appartient, et parce que ça, on l'a vu, qu'en fait, la technologie, elle appartenait à un sous-traitant russe, et ça, on a tout vu, en fait, franchement. Oui, t'as dit à tout le monde, c'est ma technologie, t'inquiète, et après... C'est comme les avocats, ils ont cette image un peu vieille France, hein, mais genre ils disent que pour revenir aux fiançailles, c'est là où tu vas montrer tes jambes, quoi. Est-ce que c'est poilu ou pas, tu vois. Et alors que tu as dit que tu avais de belles jambes, tu soulèves la jupe et tu découvres toujours quelque chose. C'est juste que ça doit être pas assez gros pour que ça... Et effectivement, et donc tu découvres des choses, et puis oui. Est-ce que tu as la technologie en interne ? Je me rappelle, il y a un actionnaire chez toi qui a une très jolie société, le fonds américain. Il nous a enquiquiné pendant les audits parce que le dirigeant, ton actionnaire, il a fait 2-3 blagues vaseuses sur Trump. Mais c'est quand même exceptionnel. Donc les audits, il a dû signer un papier comme quoi il ne recommencerait plus à exprimer des opinions politiques sur Facebook à titre personnel. Twitter, non ? Ou je me rappelle plus. C'est vrai. Et d'ailleurs, il m'avait dit, Rassam, fais gaffe à ce que tu écris sur Twitter ou supprime tes anciens tweets si jamais tu as une audit. Et donc, alors qu'il n'y a rien de vaseux. Okay. Et donc, les audits, il faut faire attention. J'ai entendu l'histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais il y a un entrepreneur, il devait être en prison. Et en fait, ils se sont rendus compte pendant les audits. Donc, ça peut aller très loin, les audits. Il y avait une sanction de prison contre lui qui était déjà prononcée. Ouais. Et il n'a pas communiqué, bien sûr. Il va pas dire ça au fond. Sauf qu'ils ont, pendant l'audit, ils ont peut-être découvert ça, quoi. Ça change un peu la... Après, il peut gérer de sa cellule, non ? Donc, en tout cas, il y a le contrat de fiançailles qui fait que vraisemblablement, tu iras au contrat de mariage à 95%, même si le chiffre, il n'est pas contractuel. Et après, soit tu reçois tout l'argent d'un coup, donc 5, 10, 50 millions, ou soit c'est par tranching, donc c'est en tranches. En fait, sur certains business, tu n'as pas besoin d'avoir tout d'un coup. Nous, on vient de faire une levée à 150 millions pour une société dans les data centers. Et en fait, les tranches, il n'y a pas besoin de 150 millions demain.
Enfin, le premier jour. Et en fait, les tranches, elles sont débloquées au fur et à mesure que les data centers ils sont construits. Ça peut être séquencé. Et donc, ça avantage tout le monde. Par contre, ça avantage l'investisseur parce qu'il n'a pas besoin de débloquer l'argent et il peut faire travailler l'argent ailleurs. Ça avantage l'entrepreneur parce qu'il a moins de pression sur certaines clauses de TRI, de ROI, de retour sur investissement. Et donc, ça marche par tranching. Par contre, il faut se méfier sur le tranching parce que c'est pas toujours versé. Et donc, il faut être ultra carré là-dessus que si le fonds d'investissement ne verse pas le deuxième ou troisième tranching, que pour des raisons valables, que l'entrepreneur il puisse récupérer la totalité de son capital à un prix discounté. Donc là aussi, c'est des sujets qu'il faut faire, sur lesquels il faut faire très attention. Ça, il faut être bien accompagné. En effet, prendre des avocats qui connaissent la startup, qui connaissent les fonds, et pas des généralistes. Et les avocats peuvent vraiment faire beaucoup de problèmes dans des deals comme ça. Ouais, avocats et conseils financiers aussi. Bien sûr, conseils financiers. Sans nous mettre en avant. Et c'est des sommes vertigineuses quand même, parce que là, tu parles de 150 millions. Psychologiquement, quand même, quand tu es en train de signer un deal de cette taille-là, tu trembles un peu, parce que tu te dis, si je fais un truc mal, je peux perdre cette somme. Alors, c'est pas personnel comme somme, mais ça peut faire beaucoup de mal à mon business. Parfois, il y a du personnel dedans parce que, expliquons aux gens quand même que, à un moment donné, à partir de certaines levées, l'entrepreneur vend quelques actions à lui pour se sécuriser. Parce que là, c'est pas de l'argent qui va dans sa poche. Le mec qui prend 10 millions de levée, c'est pas du tout lui qui devient millionnaire, c'est sa boîte qui touche cette somme-là. Mais parfois, quand même, comme il se paye en salaire seulement, entre guillemets, alors qu'il a créé quand même une boîte qui est importante, il choisit ces moments de levée pour qu'une partie de la levée aille dans sa poche, entre guillemets, mais c'est une vente d'actions. Donc, il vend des actions qui vend dans sa poche. Alors, effectivement, une fois qu'on a reçu 5, 10, 100 millions, l'entrepreneur ne devient pas millionnaire loin de là. Il devient millionnaire sur papier. Sur papier, ouais. Mais en tout cas, sur papier, ça n'a jamais fait de l'argent sonnant et trébuchant. C'est marrant, je pense à un mec, un entrepreneur de ta promo, et il a pas pris de cash out, donc un peu d'argent pour lui. Il s'est pas augmenté de manière vertigineuse son salaire, et en fait il devait passer ses week-ends à refaire sa maison. Donc la semaine il travaillait comme un dingue pour sa société, et le week-end, au lieu de se reposer, de consacrer du temps perso à sa famille, il devait travailler sur sa cuisine et il faisait lui-même les travaux. Je sais, je vois de qui tu parles. Et donc ça a vraiment marqué comme histoire. Alors que l'intérêt de l'investisseur, ça aurait été de lui filer du cash pour qu'il soit un peu à l'aise, pour qu'il travaille pas sur ses travaux le week-end, quoi. Alors justement, et ça on le voit de plus en plus. Avant c'était vraiment tabou que les entrepreneurs prennent un peu d'argent. Un peu, faut définir, mais en tout cas qu'ils soient à l'aise, qu'ils fassent plaisir à la compagne ou au compagnon, mari ou femme, parce que c'est vrai qu'on nous, chez les conseils, et vous, chez les entrepreneurs, je pense que vous faites engueuler comme c'est pas possible tous les jours. En tout cas, nos entrepreneurs racontent ça à longueur de journée. Ils ont des problèmes de couple. Ils ont des problèmes de couple. Et donc dire, voilà, on peut se payer ce week-end, ce beau week-end, je sais pas où. Oui, on peut acheter le beau fauteuil dont tu rêvais. Et c'est bête, mais ça joue en fait. Ça joue pour la personne à titre perso, mais ça joue en tant qu'entrepreneur. Parce que tu peux prendre des meilleures décisions. Parce que tu peux dire que... Moins pollué. T'es moins pollué et donc cash outer un peu, c'est une excellente idée pour tout le monde. Oui. Et pour des investisseurs, parfois il y a des investisseurs qui comprennent pas. Par contre, et ça je l'ai vu, et on citera pas de nom, mais un entrepreneur qui prend trop d'argent... C'est quoi trop d'argent ? C'est toujours... Là, dans ce cas-là, il avait pris 5 millions. Je suis très évidemment... Je l'apprécie énormément, mais il a trop pris. Et je lui dis, mais toi, t'as pas besoin de te lever demain. Tu peux dire à tous tes fonds tu peux les envoyer paître. Et je pense que c'est un des gros enseignements de WeWork. Ouais, mais de WeWork, la fameuse c'est un des gros enseignements de WeWork. Il a pris trop, il avait pas besoin de se lever, il avait plus faim, il pouvait couler la boîte, droite à gauche. Il pouvait couler la boîte et rester il avait pris plusieurs centaines de millions. Oui, non mais c'est américaine. Mais tu vois, l'entrepreneur avec qui j'ai bossé qui a pris 5, ça dépend je pense que c'est trop. En fait, ça dépend de la taille de la boîte, mais 5 ça peut être gros, mais si tu as une énorme boîte que tu as créée, 5 ça reste... c'est relatif. Disons que si tu as sorti 5 alors que la boîte n'est pas énorme, à un moment, pourquoi tu te lèves en fait ? C'est hyper pénible ce travail d'entrepreneur, il est hardcore.
Donc si t'as déjà de quoi être libre, entre guillemets, parce qu'avec 5 tu peux faire beaucoup de choses, et qu'il faut que tu te casses les dents pour récupérer 5 autres, alors que, tu vois, c'est pas la même chose que si en te réveillant, tu sais que tu vas récupérer 50. Là, tu te lèveras toujours, parce que 50, ça changera ta vie, en fait, tu vois. Non, mais en tout cas, ça lui permet d'avoir une bonne assurance, et 5 millions... je pense qu'il n'y a pas 0,001% de la population française qui a ça en patrimoine à 35 ans. Hein. À 35 ans, ouais. En tout cas, à 5 millions, tu perds moins de temps à faire des économies. Ah, pas ça, Et oui. tu fais pas les travaux tout seul de ta cuisine. Ah non. Attends, j'ai une question par rapport à la psychologie des entrepreneurs, parce que je disais tout à l'heure que les sommes étaient vertigineuses, et parfois une seule signature ou un seul refus peut changer complètement ta vie. Et moi, ce qui m'avait marqué, parce que je me souviens quand on s'était rencontrés, peut-être la première fois, tu m'avais parlé d'histoires de mecs qui, suite à un truc, ils ont perdu les cheveux, ils ont perdu 20 kilos, ils ont divorcé, Enfin, il y a des trucs hardcore quand même dans ce secteur-là, parce que c'est pas genre un truc qui peut rajouter 5% sur ton patrimoine. Ça peut changer complètement ta vie et tes descendants aussi, quoi. Donc, Alors, effectivement, quand j'ai parlé du métier de lover, j'ai oublié cette composante psychologique qui est ultra importante. En fait, on est dans des opérations qui sont game-changing, qu'on parle de levée ou même de sortie, et qui sont ultra stressantes. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de bas, il y a des éléments négatifs qu'on reçoit pas tous les jours, mais bref. Et donc, nous, on est vraiment psychologues. Donc, nous, on voit des choses assez exceptionnelles. Je sais même pas ce que tu vois, mais ça doit être chaud. Je pense à un entrepreneur qui, tu le connais, que j'aime beaucoup. Il m'a envoyé des messages à 3h du mat'. En m'écrivant où on en est du process, j'ai froid, je suis tout seul dans le noir, rassure-moi. Et... Je sens le soufre. Quoi ? Je sens l'odeur du soufre. Non, mais on a vraiment, nous, on a vraiment une psychologie dans les moments difficiles, c'est rassurer en disant que ça va bien se passer. Alors parfois on est mort de trouille à l'intérieur, je te le cache pas, mais en disant qu'on va tout faire et qu'on devrait trouver une solution. Donc effectivement, il y a des entrepreneurs. Là, je travaille avec un entrepreneur et il m'a dit qu'il avait pris 8 kilos en 6 mois. Parce que tu vis aux premières loges les moments les plus cruciaux de la vie de ces entrepreneurs-là. Parce que c'est soit ils sont en train de lever, donc leur boîte va changer de taille, soit ils sont en train de sortir, soit c'est les deux en même temps. Parce que parfois, ce qu'on a dit, tu sors... le mec a sorti 5 millions et a levé, donc c'est un événement majeur dans sa vie. Et tu les vois dans les moments de doute, de négociation. Parfois, tu dois bluffer dans les négociations. Parfois, tu n'as rien dans tes mains et tu bluffes. Tu dis j'ai 5 offres alors que tu n'en as aucune. C'est quand même des moments fragiles, quoi. Et c'est des moments ultra fragiles. Et là aussi, il y a des histoires. Je pense aussi à un autre entrepreneur que j'aime beaucoup, complètement fou lui aussi. Mais on avait 7 offres qui valorisaient la société à 100. On en avait une 8e qui valorisait à 180, à 200. Et je lui disais, je donne le prénom, Alexandre, on s'arrête là, take the money and run. On s'arrête là, tout le marché dit qu'on est à 100, on en a une qui est à 200, on prend, on y va. Regarde pas derrière toi. Et lui, il a voulu négocier. Il a voulu négocier avec le 200 pour passer à 250. Et je lui disais, mais jamais de la vie, il y a aucun rapport. Et il l'a fait. Et parce qu'il est très très fort en storytelling, pour parler de lui, mais aussi pour parler de l'investisseur, en lui demandant son endgame, en lui demandant ce qu'il faisait vibrer. Et en fait, il a réussi à avoir ses 250. Mais c'était... Le jeu avec le feu. C'était d'un risque inouï. Et bref, et donc on voit des choses comme ça, des choses psychologiques, des choses de négociation, des réassurés, des gens aussi qu'il faut remettre les pieds sur terre, des gens qui se croient arrivés, qui se croient les génies. Nous on leur dit, écoute, on va se calmer, si t'attends une valo à 100 millions, sache que ça sera pas avec nous, sache que c'est plutôt 60. Moi j'ai cette histoire de... Vas-y. Non mais je pense aussi à d'autres entrepreneurs, ils ont une super boîte, et ils se rendent pas compte, et en fait j'ai l'impression de leur dire de les rassurer tous les jours en disant mais tu te rends pas compte de ce que vous avez fait. Et si tu prends une image métaphorique liée au cinéma, c'est comme dans certains teenager movies américains, c'est la fille moche au lycée, mais en fait 2 séquences après tu lui enlèves les lunettes, tu lui laves les cheveux et c'est la plus jolie fille au monde. On a
tous Mais elle vu le des sait films pas comme parce qu'elle ça. c'est toujours Ouais. vu comme la plus Ouais, moche. c'est ça. elle sait pas, quoi. Mais tu vois, je bosse, j'ai déjà eu le cas de figure. Donc en fait, on doit s'adapter aussi et faire en sorte que ça soit réaliste, rassuré. On prend beaucoup aussi de stress des entrepreneurs et c'est pesant parce c'est une aventure humaine qui prend 6-8 mois. Il y a des gens, ça fait 2, 3, 4 fois qu'on travaille ensemble, donc ça fait 2 ans. C'est beaucoup de pression. Ouais, on vend des choses, on vend une levée et faut délivrer après. Pour nous financièrement, mais aussi par rapport aux engagements moraux qu'on a par rapport aux entrepreneurs. Une des histoires qui m'a marqué le plus, et parce qu'on a en plus le même investisseur, c'est Made.com, qui était, c'est public, donc on s'en fout, mais qui était valorisé. Tu prenais des meubles Made, Denis, ou pas? En plus, tu connais, ouais. Valorisé 1 milliard en bourse, donc pas très liquide, mais quand même si c'est 500 millions, c'est très gros. Le mec n'a pas cash-outé énormément, donc il n'a pas vendu, il a vendu quelques millions, donc peut-être 2, tu vois, 2, 3. J'ai pas le chiffre exact, mais de toute façon, je n'ai pas le chiffre, donc je trahis rien, tu vois. Et en fait, la boîte a coulé, elle a fait faillite. Et ça veut dire qu'en fait, sur papier, il avait, mettons, 20, je n'ai pas le chiffre, hein, donc je trahis rien, mais mettons, il avait 20%, donc il avait peut-être 200 millions, 150 si tu discountes un peu. C'est chaud dans ta tête sur papier, t'as 150. En plus, c'est coté, donc c'est des vrais 150. C'est pas du papier de toilette, tu vois. C'est du papier Moleskine. Et en fait, et là, il part avec 2. Tu me diras 2 pour la majorité des gens. T'es bien, t'es sorti de la merde. Mais quand tu passes de 150 à 2, psychologiquement, il se passe un truc. Alors, nous, on a vu des sociétés qui n'ont pas vendu au bon moment, qui étaient sur la hype, tout se passait bien, ils voulaient attendre, que ça soit pour vendre ou pour lever. Et c'est marrant. Nous, on voit des boîtes qui marchent bien, tous les ans, elles doublent, et puis on leur dit, faisons quelque chose ensemble. On pense que c'est le bon moment. Et ces entrepreneurs nous disent, non, mais attends, l'année prochaine, ça va être meilleur encore. Et donc, l'année prochaine, ils ont raison. Ils ont fait encore doubler. On leur dit, c'est le moment, faisons un truc. Ils disent, non, mais attends, l'année prochaine. Et c'est marrant, en général, c'est moi qui les sollicite, qui reprend le contact. Et c'est marrant, quand il me rappelle, je sais qu'il y a un problème. Donc, il a attendu 1 an de plus. Il me rappelle, et en fait, il dit ah, mais c'est le moment. Je lui demande où il en est sur les chiffres. Il fait j'ai fait moins 30%, mais c'est un accident, ça va bien se passer après. On va refaire une bonne année. Et en fait, on l'a dit, il y a une concurrence qui est tellement dingue, il y a tellement de dossiers que dans ce cas-là, c'est game over. Et donc, quand c'est le bon moment, faut y aller, faut pas attendre. Tu peux avoir l'argent pas cher, entre guillemets, parce que t'es bien valorisé. Souvent, il faut le prendre. Et puis ça marche en levée, mais ça marche aussi en session. On a aussi parlé du casual gaming tout à l'heure. Oui. Quand c'est le moment de vendre, c'est le moment. Faut pas attendre. C'est des boîtes faut pas tergiverser. C'est des boîtes qui dépendent beaucoup du timing, ouais, c'est vrai. Et on a vu avec Snapchat qui a pris moins 10-15% hier, là. Plusieurs fois offre de Facebook, de Mark Zuckerberg pour acheter Snapchat. Beaucoup de réticence du founder qui voulait devenir le prochain Facebook. Et là, Snapchat, c'est par terre, quoi. Peut-être Paul va le racheter en RJ, comme il a fait pour Frishti, là. Écoute, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que parfois, il ne faut pas trop attendre. Et c'est pour ça que ton sujet de prendre du cash out, autrement dit, de faire une levée de fonds et en plus sécuriser une partie, c'est vraiment intéressant. Parce que pour finir, il faut savoir que les entrepreneurs, les fondateurs ne touchent pas des salaires marchés. Les gens ne savent pas aussi ça. C'est que la majorité du temps, si tu prends un CEO, un président de ta boîte qui soit pas fondateur, tu vas certainement le payer plus que ce que tu te payes toi. Moi, je sais que par exemple, chez Legal Place, je suis pas le mieux payé. Je suis peut-être le 4e salaire, 5e salaire, tu vois, je sais pas. Mais ça montre quand même que tu n'es pas en train de gagner ton prix marché finalement, parce que sans doute que si tu travailles dans une autre boîte, peut-être que tu gagnerais encore plus. Donc raison de plus pour faire ce que tu dis là. Non mais là je viens de passer 2 jours à rencontrer des investisseurs à Londres avec un entrepreneur, donc on a beaucoup parlé. Et c'est vrai que lui il gère 400 personnes, donc c'est énorme. Et il est à moins de 100 000 euros. Donc tu me diras 100 000 c'est beaucoup, mais 100 000 pour gérer 400 personnes, pour travailler nuit et jour, oui. Et être responsable in fine de toutes les tous les éléments de sa société. Je suis pas sûr que ça soit grand chose au final. S'il recrutait quelqu'un pour faire ça, et il le paierait certainement plus que 200. En centaines de milliers, ouais. Ok, très cool, Romain. Je pense qu'on a bien décrypté le métier, qui était moins connu avant cette vidéo.
Et puis voilà, si vous avez une très belle boîte, vous savez où le trouver, Romain. Vous serez certainement un des 6000 ou 7000 dossiers. Peut-être après cette vidéo, 10 000 dossiers que tu vas recevoir. Mais il y aura de la qualité dedans. Ne t'inquiète pas, ça va venir. J'ai aucun doute là-dessus. Bon, très cool, Romain. Merci beaucoup. Bah, merci de m'avoir reçu.